Bonjour, je me présente, Alain Prior, patient professionnel. Euh, je suis tétraplégique partiel, donc j'ai une juste en dessous du cerveau, ce qui prolonge le cerveau a été blessé par la rupture d'une vertèbre à l'âge de 18 ans. On m'a promis la chaise roulante, du coup j'ai beaucoup étudié les systèmes de médecine exotiques. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a mis sur la piste d'aussi avoir un regard critique et une certaine compréhension de ce qui se passe dans le monde médical d'ici, occidental. Et du coup, j'aimerais interroger ce monde médical. Interroger pas au sens d'un interrogatoire, hein, attention, c'est pas. Moi, je pense qu'il y a énormément de médecins qui font du très bon boulot et qui sont honnêtes dans leur démarche, mais qui voient leur choix se restreindre. Et des fois, les médecins sont dans l'obligation de faire des mauvais choix en raison de pression, par exemple des assurances, en raison de désinformation, par exemple des pharma. Euh, c'est dit très vite. Moi, mon objectif, c'est d'avoir par la suite des témoignages, du dialogue. Ça, c'est vraiment juste une première vidéo d'introduction, d'information. Je vais avoir des anecdotes pour montrer ce que j'appelle la crise systémique actuelle de la médecine, dont la petite pandémie actuelle est juste là pour la mettre en exergue. D'ailleurs, je pense que la petite pandémie actuelle, nous, on est effrayés par ce virus, mais euh, en réalité, ce qui se passe, c'est que ça concerne très peu les êtres humains. C'est plus une bataille entre virus. Euh, euh, le Covid, qui est fameux en ce moment, a gagné du terrain. Toutes les autres euh, bactéries et virus qui attaquaient les poumons de l'être humain sont en train de disparaître en fait, parce que le Covid monopolise, enfin, de disparaître en tout cas, les maladies euh, effectivement observées autres que le Covid-19 depuis une année sont en baisse flagrante. Et ça, c'est quelque chose que j'avais lu bien avant la crise du Covid, il y a 2 3 ans. Je disais beaucoup sur les microbiotes parce que c'est un sujet très à la mode. Et il y a 2 3 ans, déjà, je disais attention, avec ce qu'on est en train de faire, en asphaltant les sols, en mettant des antibiotiques, des engrais un peu partout, on va déséquilibrer le microbiote. Là, je ne parle pas du microbiote intestinal, je parle du microbiote global, qui est partout, qui était là bien avant nous, qui était là depuis des milliards d'années. Et là, l'être humain est en train de déséquilibrer le microbiote. Donc je lisais ça il y a 3 ans. Et là maintenant, on a, avec ce Covid, un exemple d'un résultat qui nous atteint directement, d'un microbiote qui est dérégulé. Donc une, un équilibre entre les espèces qui change en faveur d'un virus qui est plus présent et d'autres qui sont moins présents. La mortalité totale n'a pas changé, c'est plus le Covid et les autres maladies respiratoires ont pratiquement disparu, en tout cas temporairement. On s'afflige moins de la mort du panda que de la disparition de ces virus-là, mais avec beaucoup de recul, c'est quand même intéressant. Bon, donc je parlais du choix des médecins qui se restreint. Là, je vais donner des exemples sur ma vie, sur ma pratique hospitalière. Pendant 20 ans, j'ai eu très peu de médecins parce que je ne trouvais pas de médecins avec qui dialoguer. Petit à petit, j'en ai trouvé en ville des médecins qui respectaient ma démarche, ma connaissance et que je considérais comme des partenaires de dialogue.
Et par contre, dès qu'on rentre dans un hôpital, cette relation-là, elle cesse. On entre dans une usine avec des lignes, des guidelines, des lignes de conduite très précises et on ne peut plus. Et donc pour quelqu'un comme moi, avec un tonus musculaire très élevé, euh, la ligne de conduite, c'est de poser une pompe à baclofène. Euh, je vais en parler en détail parce que pour moi c'est vraiment une anecdote qui m'impressionne sur la crise systémique en médecine, sur les désordres systémiques. Qu'est-ce que c'est qu'une pompe à baclofène? C'est une machine qui est grosse comme un réveil, 200 grammes, une pièce en métal, le réveil de grand-papa, qu'on se proposait de me mettre à l'intérieur du ventre, avec ensuite un tuyau qui passe entre les vertèbres, dans les disques intervertébraux, et qui distribue un produit dans la moelle épinière. Donc c'est une technique quand même très lourde, c'est vrai que j'ai une spasticité qui est très lourde. Et moi, mon attitude, c'était de dire non, je veux pas ça, mais je veux savoir combien ça coûte, et j'aimerais pouvoir euh, utiliser à peu près la même somme d'argent, disons un peu moins, pour de la physiothérapie, des massages. Ce qui me semble raisonnable au vu de ma pratique depuis 20 ans. Ça semble une option. Je pense qu'un médecin peut écouter ce discours sans froncer les sourcils ni hausser les épaules. Mais il n'a pas le choix. Parce que l'assurance va lui dire non. Mon assurance maladie n'a pas le choix non plus. Elle est obligée de payer une pompe à baclofène. L'Uresal, ça s'appelle aussi. Elle est obligée de payer cet appareil qui coûte 100 000 francs si le médecin signe pour la poser. En revanche, si le médecin signe pour une séance de physiothérapie tous les jours, ce qui va coûter, on va dire à peu près la même somme, là l'assurance peut totalement refuser. Moi j'ai dealé avec mon assurance, je lui ai dit écoutez, je ne pose pas cette pompe à baclofène, je veux plus de physiothérapie. Avec l'appui d'un chef de clinique, copie au service juridique de la Fondation des paraplégiques, j'ai obtenu une séance de physiothérapie supplémentaire par semaine, ce qui fait 3. Il faut savoir que l'école de physiothérapie à Genève est 2 fois trop petite. Elle a des locaux pour former 20 physiothérapeutes par année, il en faudrait 40. Donc on importe des physiothérapeutes d'Espagne, de Pologne, de où on peut. Et pour finir sur la pompe à baclofène, quand je pose la question à la clinique, le prix, c'est impossible de savoir. Le 100 000 francs, c'est une estimation. Si je demande le prix de la machine, ils ne savent pas. Le prix de la pose, de la maintenance, c'est très flou. On ne peut pas me donner de chiffres. Mais c'est très cher. Voilà. Et juste cette anecdote-là, moi je trouve qu'elle elle est un peu complexe à suivre pour ceux qui sont totalement étrangers à l'histoire, mais je trouve qu'elle montre bien l'imbrication. Voilà, on a une grosse somme d'argent qu'on est quand même obligé de mettre, mais qui va forcément à Big Pharma. Les assurances font que cet argent peut aller à Big Pharma, mais qu'il ne peut pas aller aux physiothérapeutes, qui sont un métier qui est trop peu reconnu. D'ailleurs, le travail des infirmières, des physiothérapeutes est peu reconnu finalement. Moi personnellement, je dois le fait d'avoir continué à marcher pendant 30 ans, maintenant je suis en fauteuil roulant, avec une lésion médulaire, je dois le fait d'avoir continué à marcher à mes physiothérapeutes. Essentiellement, c'est le travail quotidien, j'aurais bien voulu, mais c'est le travail hebdomadaire, bi-hebdomadaire des physiothérapeutes qui fait que j'ai pu continuer à marcher très clairement. Et pourtant, c'est un boulot, je les admire, hein, c'est un boulot qui est très astreignant, elles sont au taquet, c'est
incroyable ce qu'elles font. Euh, alors, elles sont cabinets, elles gardent leur travail. Une infirmière en hôpital, il faut savoir qu'elle garde son métier généralement. C'est pour ça qu'elles sont toutes jaunes et jolies, les infirmières. C'est parce qu'elles durent 2 3 ans. Une infirmière, elle fait 2 3 ans en hôpital pour valider son cursus et après, elle se titre parce que c'est trop stressant comme boulot. Et elle va faire infirmière ailleurs. Les vieilles infirmières qui restent en hôpital longtemps, elles sont très rares. Euh, Encore une anecdote de cette même clinique où j'ai passé un mois. On me demande la liste de mes médicaments. Moi, je donne la liste et puis au milieu de ça, à la fin, il y a la mélatonine. Je prends 10 à 20 mg de mélatonine parce que c'est ce que j'estime intéressant et raisonnable. La mélatonine, elle a une action sur la douleur. On n'a jamais prouvé sa toxicité à des hautes doses, même jusqu'à 70, il y a eu des essais cliniques jusqu'à 70-100 mg sur du long terme. Mais il se trouve que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché de la pilule de mélatonine en Europe, c'est 1 mg. Donc la pilule en Europe, elle fait 1 mg. L'AMM aux États-Unis, elle fait 10 mg. Donc la pilule aux États-Unis, elle fait 10 mg. On ne sait pas pourquoi, c'est 2 écoles différentes. Donc de nouveau, la ligne de conduite ici, c'est 1 mg. Aux États-Unis, c'est 10 mg. En réalité, il faudrait tester sur... moi, j'ai un ami qui me dit qu'avec 1 mg, il s'endort très rapidement. Personnellement, je constate des effets sur moi à des beaucoup plus hauts dosages. Hmm. Euh, Voilà. Je ne vais pas faire très très long encore. Je vais parler maintenant beaucoup plus en amont de ce qui se passe. Euh, Parce que il y a vraiment des choses qui ont changé, qui fait que le rôle du médecin a changé aussi. Depuis quelques années, déjà le patient pouvait se renseigner sur Internet. Et il le fait. Et donc un patient qui a un truc vraiment bizarre, un peu particulier, il peut devenir très pointu sur sa maladie. Ça, c'était déjà le cas depuis quelques années, mais ça va devenir encore bien pire quand... alors ça va être une pratique qui va être peu généralisée, mais actuellement, la totalité ou presque des articles scientifiques sont mis en ligne dans une bibliothèque pirate, SCI HUB, SCI Hub. C'est une Kazakh courageuse, c'est normal au Kazakhstan, ils sont courageux, Alexandra Elbakian, qui a euh, réagi aux raquettes euh, des majors de la publication scientifique qui faisaient payer très cher le fait de pouvoir publier des articles et ensuite très cher le fait de pouvoir consulter des articles. Donc c'était devenu vraiment une industrie où on rackettait les chercheurs et les lecteurs. Et les éditoriaux avaient quasiment disparu et c'est une industrie qui ne fait plus que ça. Euh, et donc à un moment donné, il y a eu un mouvement qui s'appelle l'Open Access for Science, l'accès ouvert pour la science, qui s'est vraiment mis en place toute une réflexion et ça a débouché sur cette jeune Kazakh qui a dit voilà, moi j'ouvre une banque de données, tous les chercheurs peuvent m'envoyer leurs articles, je publie et c'est en accès libre. Et donc c'est en accès libre. Avant, moi il y a encore 3 ans, si je voulais avoir accès à un article scientifique, j'avais généralement que l'abstract, donc le résumé, ce qui sert déjà beaucoup par rapport à ce qu'il y a sur Google ou dans la presse, d'avoir l'abstract d'un article scientifique. Déjà, on a une meilleure idée. Mais actuellement, je peux sans aucun problème avoir tout l'article. Et tout le monde peut avoir. Avant, il y a encore 5 10 ans, Medline, le site où les médecins vont pour voir l'état de la connaissance sur quelque chose, il fallait des codes d'accès. Si on n'était pas un étudiant universitaire, si on n'était pas un chercheur, on n'avait pas accès. Maintenant, le particulier a accès à tout. Et c'est un grand changement dont j'aimerais que plus de monde soit conscient. La saine pratique d'aller regarder sur Google Scholar, donc d'aller regarder les articles
scientifique plutôt que ce qui est raconté dans Figaro Santé. C'est quelque chose qui est facile à faire. Il suffit d'avoir quelques... Il faut savoir l'anglais évidemment, et il suffit d'avoir quelques clés d'accès en fait. Clé d'accès, c'est juste, voilà, il faut savoir qu'au lieu de taper Google, on tape Google Scholar. Il faut savoir que si on cherche un article scientifique, une fois qu'on a le numéro, on va sur SCI-HUB, qui est donc, je le répète, la situation actuelle, elle est démente. On a maintenant des grandes universités, l'université une des plus grandes universités canadiennes, je ne sais plus laquelle, qui a renoncé à ses abonnements, à tous ses abonnements aux revues scientifiques, en disant non, bah nous, finalement ça coûte trop cher, on va faire confiance à la bibliothèque pirate de Alexandra Elbakian. De toute façon, nos étudiants depuis longtemps vont là pour chercher leurs articles, donc on va le généraliser pour la bibliothèque entière. C'est des pans entiers de pratiques qui sont en train de changer très rapidement. Et c'est déjà un début de réponse à la crise systémique en médecine. Voilà, ça fait beaucoup d'ébullition, ça fait beaucoup de données, donc je vais bientôt m'arrêter. Peut-être je vais raconter brièvement ce qui se passe pour moi, pour conclure. Je vais parler un petit peu plus de ma vie, afin de donner des nouvelles à ceux qui me connaissent et un panorama à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je l'ai dit, à 18 ans, je me suis cassé la colonne, chaise roulante quelques mois, on me dit chaise roulante toute la vie. Du coup, j'ai passé un grand temps de ma vie à voyager pour explorer d'autres systèmes de santé, d'aller voir ce qu'on pouvait faire dans les médecines traditionnelles, dans des pays exotiques, en Chine, en Amazonie. J'ai un moment donné où je marchais presque plus parce que mes cuisses étaient dures comme du bois. J'ai entendu parler d'un système qui était qui était utilisé pour soigner les rhumatismes au Maroc. On doit aller dans le désert du Sahara juillet-août, se faire enterrer dans le sable chaud. C'est une espèce de sauna chaud qui sort l'humidité des os. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Moi je l'ai fait. J'avais des cuisses qui étaient dures comme du caillou. J'ai été au fin fond du désert marocain juillet-août. J'ai trouvé des sympathiques personnes qui m'emmenaient chaque jour dans les dunes, qui m'enterraient dans le sable à 50 degrés, 60 degrés, avec un parasol sur la tête qui dépasse. Ils me faisaient boire de l'eau pendant 30 minutes. C'est un peu comme un sauna, mais un sauna ultra sec. Et mes douleurs ont disparu. C'est quelque chose que j'aurais dû faire plus souvent d'ailleurs. Tiens. Voilà. Une pratique exotique parmi tant d'autres un peu extrêmes. Il y a aussi le venin de grenouille. C'est un système amazonien où on brûle la peau, on met du venin de grenouille, on boit 2 litres d'eau et toute la crasse des intestins, du foie surtout, la bile sort. C'est vraiment une épreuve physique, c'est pas une drogue hallucinogène, hein, c'est vraiment une épreuve physique intense de purification. Ça s'appelle le Kambo, K-A-M-B-O. C'est quelque chose d'assez rigolo parce que c'est une pratique qui était dans une tribu amazonienne, une ou deux tribus amazoniennes à la frontière entre le Pérou et le Brésil il y a encore 15 ans. Et puis petit à petit ça s'est répandu chez les naturopathes brésiliens d'abord, même dans les grandes villes. Et puis ensuite ça s'est répandu alors dans des milieux souterrains qui utilisent un peu le chamanisme. Donc peu de monde ici est au courant. Ça s'est répandu en Europe. Maintenant c'est quelque chose qu'on peut acheter sur internet après. C'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Moi j'ai été initié au Brésil à son utilisation. Je ne recommande pas de faire ça par soi-même si on n'est pas... il faut être guidé. Maintenant je le fais par moi-même, mais c'est quelque chose d'extrêmement brutal
et il faut être guidé. Mais c'est quelque chose qui soigne énormément de choses. Et maintenant, il y a vraiment, au Brésil, ils ont fait des études cliniques, c'est quelque chose qui a été validé. On connaît les principes actifs, on a validé son efficacité pour énormément de pathologies. C'est quelque chose qui améliore l'état général parce qu'il nettoie le foie. Euh, voilà, c'était pour faire un petit panorama très restreint de mes pratiques étranges en matière de santé. Il y en a bien d'autres que je ne vais pas forcément mettre en lumière. Une médecine aussi que je pratique qui est quasiment inconnue en Suisse romande parce qu'elle ne coûte rien, parce qu'elle dépend d'un produit qui n'est plus breveté et qui donc ne coûte rien. C'est la médecine neurale. Tiens, je vais encore raconter cette histoire, ça va prendre 5 minutes. La médecine neurale, ça consiste en des injections de procaïne, des injections intramusculaires. La procaïne, c'est le plus ancien anesthésique. Ça date de 1908, sa synthèse. Et donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de d'ex-soldats allemands qui devaient se faire recoudre. Et le docteur Huneken, en opérant constamment, s'est rendu compte que ces injections soignaient d'autres choses que ce qu'il était venu soigner. Et donc en Allemagne, c'est devenu une médecine. Et c'est une médecine qui a très peu franchi la barrière linguistique. Il y a les études de médecine, c'est long, donc on n'a pas en plus le temps d'apprendre l'allemand. Enfin bref, en France, il n'y a personne qui le fait. En Suisse romande, on a un ou deux spécialistes. Un qui est bientôt à la retraite, on va dire. Et moi, j'ai dû apprendre à faire ça. C'est une des choses qui fait que je suis encore debout. Et donc, je dépends d'un spécialiste qui est unique et qui est bientôt à la retraite. Et je ne sais pas comment je vais faire après. C'est un produit que personne ne connaît, que personne n'utilise, parce que il sert plus qu'à ça. En tant qu'anesthésique local, il a différents inconvénients. Il est vasodilatateur, il est très court dans le temps. Donc après, la procaïne, on a synthétisé, et c'est ce qu'on utilise maintenant, la novocaïne, la xylocaïne, toute la famille des alcaloïdes dérivés qu'on utilise notamment chaque fois qu'on va chez le dentiste se faire anesthésier, qu'on utilise à son insu, c'est ça qui vous fait la bouche. Voilà, encore une pratique que j'ai 3 médecins qui ont signé pour que je puisse, moi, faire cela. Mais je ne sais pas comment ça va pouvoir continuer quand ces médecins seront à la retraite, et ce qui est en train d'arriver, et j'en dépends totalement pour ma santé, ma régulation. C'est une des choses qui fait que j'échappe à la pompe à baclofène dont on a parlé précédemment. Enfin, on voit que j'ai développé un mode de vie assez exotique en lien avec une pathologie très bizarre que j'ai. Je me pose des questions sur les choix que peuvent faire les médecins et dans quelle mesure ils sont sous influence. Alors c'est quelque chose de bienveillant, hein. Moi là vraiment j'ai pas du tout le... ça peut être gênant que je pose des questions comme ça, mais c'est bienveillant. J'ai vraiment envie d'être dans le dialogue. J'aurais envie que des médecins ou d'autres professionnels de la santé puissent témoigner de leur expérience à eux sur les désordres systémiques, parce que le système de santé, c'est une énorme machine on fait rien seul, hein. C'est ça les crises systémiques, c'est que vous connaissez la différence entre un crayon gris et un stylo bille? Le crayon gris, tu peux le fabriquer toi-même, tout seul.
à peu près. Allez, il va te falloir un ou deux copains pour tailler un peu du bois, trouver du graphite, mais le crayon gris, tu peux le fabriquer toi-même. Le stylo bille, pour fabriquer un stylo bille, tu dépends de l'industrie métallurgique, de la chimie du pétrole et de la chimie des encres. En gros, pour fabriquer un stylo bille, tu dépends de la totalité du monde industriel. Euh, et la médecine, c'est comme ça. La médecine, c'est comme ça. Elle dépend d'un monde industriel à plein de niveaux. Euh, et en plus, elle dépend des politiques de santé, euh, des politiques des assurances et quelque chose. Et donc, une crise systémique, c'est quand l'ensemble du système est tiraillé par des intérêts qui font que un acteur à un endroit précis, euh, il, il a plus vraiment les mains libres, il est enchaîné, entraîné par les nécessités des autres acteurs, et comme il fait partie d'un système, il n'a pas le choix que de respecter ses partenaires finalement. Euh, Moi comme patient, j'ai pas le choix non plus, je dois respecter mes partenaires qui sont les médecins si je veux rester en vie. Hein. Actuellement, je dépends d'une quantité de médicaments chimiques. J'ai pas eu le choix, j'ai eu le choix pendant 20 ans, là c'est fini. Là. Comme on n'a pas pu m'opérer en raison des hôpitaux qui sont trop petits, j'ai un corps qui est en train de s'inflammer et je tiens sur des anti-inflammatoires, des antidouleurs, etc. C'est ahurissant. Euh, D'autant plus qu'on aurait le choix. Hein, l'hôpital, c'est comme une armée. Ça devrait être trop grand pour qu'ils puissent accueillir et réagir en cas de pandémie, de catastrophe, n'importe quoi, nucléaire, chimique, naturel. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, il y a beaucoup de questions. J'espère que je vais. J'espère que je me suis bien fait comprendre et j'espère que je vais trouver des partenaires de dialogue, de réflexion et des témoignages pour mieux faire comprendre, me faire comprendre parce que moi ça m'intéresse, j'ai une vision très partielle, hein, toute petite, moi c'est juste mon petit témoignage de ce qui m'arrive, mais d'autres patients dans des situations un peu similaires, des médecins pourraient témoigner pour qu'on comprenne mieux tout ce qui se passe, qu'on fasse un dessin de cette crise systémique. Je trouverais ça passionnant et c'est l'œuvre à laquelle j'espère pouvoir m'atteler en attendant mon opération. Ça, ça va me faire patienter en attendant ma chirurgie et là effectivement la chirurgie je serai entre les mains des savoirs des savoirs de personnes qui ont une énorme responsabilité et un énorme savoir-faire. Moi j'ai été regarder les tutoriels YouTube sur la prothèse totale de hanche. C'est rigolo, je me demandais si on avait la vision, si on pouvait avoir la vision détaillée de l'opération. Je me demandais à quel point c'était public. Et je suis tombé sur une vidéo où effectivement, je pense que c'est pas fait pour les patients, c'est fait pour les collègues, parce qu'il y a différentes manières d'opérer. Donc, vous pouvez regarder prothèse totale de hanche. On a vraiment le film couche après couche, hein, le scalpel qui incise la première couche. Alors là, on met l'écarteur numéro X, après on observe tel muscle qu'on doit écarter de cette manière, on incise une deuxième couche, on arrive petit à petit à la tête du fémur. Quand on est sur la tête du fémur, et ben, vu que c'est une pièce qu'on doit changer, parce qu'une fois que le cartilage est usé,
il peut pas être remplacé. On le scie à la scie sauteuse, donc on a une cuisse, une scie sauteuse à longue lame, on enlève la tête du fémur, et ensuite on insère une bille en acier prolongée par un axe, on insère au marteau dans le fémur. Tout ça sur un mec vivant, hein. Non mais les mecs qui font ça, moi j'admire énormément, hein. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est ce par quoi je vais passer, entre autres, parce que mon opération va être double, on va aussi me rallonger des muscles qui se sont raccourcis. Ce qui se passe en fait, c'est que comme j'ai une lésion médulaire, donc un tonus musculaire, on en a beaucoup parlé, important, le fait d'avoir de l'arthrose, donc le cartilage qui disparaît, ça a fait ce qu'on appelle une épine irritative, ça a envoyé des signaux qui font que tout mon corps se raidit de plus en plus, et donc des muscles se raccourcissent. Et donc au passage, on va me rallonger ces muscles-là. Ça, c'est ce que j'attends depuis maintenant 6 mois. Alors d'abord c'était ajourné parce qu'il y avait la première pandémie, après c'était parce qu'on comprenait parce que... après c'était ajourné parce qu'il y avait le rebond, après c'était ajourné parce qu'on avait pris tellement de retard sur toutes les opérations et moi pendant ce temps-là mon corps continuait à se dégrader. Quand on a commencé à comprendre ce qui se passait, je marchais encore. Quand on a commencé à comprendre qu'il fallait cette opération, je marchais de moins en moins, et puis là, j'arrive même plus à sortir de chez moi. Et j'ai des médecins qui ne peuvent pas m'opérer parce qu'ils ont 10 000 opérations en retard. Ils doivent rattraper tout le retard. On a fait des économies hallucinantes sur les hôpitaux. Bon, je commence à me répéter un petit peu. Vous avez un peu saisi le principe. Voilà, une demi-heure. J'espère que mes aventures et les réflexions qu'elles suscitent auront mérité cette écoute. J'espère que je vous aurai fait rire aussi, mais pas que. Rire et réfléchir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles réflexions. Merci de votre écoute.